Привет всем! С вами Ольга et проект Parle russe. J'ai invité le créateur du projet Ruspatriation, l'écrivain, l'auteur de 3 livres sur la Russie, commentateur, analyste, personne publique, Alexandre Stefanescu, connu comme Alexandre le Prussien. Il va répondre à vos questions sur la Russie et la vie en Russie que vous m'avez posées sur mon Instagram. Добрый день, Александр. Спасибо, что согласились ответить на вопросы наших зрителей. On va continuer en français pour que nos spectateurs puissent comprendre tout en détail. Alexandre, vous êtes une personne très, très connue du public français qui s'intéresse à la Russie. Dites-nous comment vous aidez les Français et à propos de quel sujet ils peuvent vous contacter. Bonjour Olga, merci. Alors, j'accompagne principalement les Français, mais aussi les Suisses, les Belges, les Canadiens, les francophones principalement, qui ont des projets avec la Russie en fait. Donc, en fait, moi, ça fait 15 ans que j'habite en Russie. Donc, moi, j'ai déménagé en Russie. Je suis marié avec une femme russe. Mes enfants vont à l'école russe. Moi, j'ai pris la citoyenneté russe, donc je suis devenu russe. Et donc, j'ai vraiment déménagé en Russie, au sens déménager physiquement, mentalement, moralement, économiquement. Je travaille en Russie. Je me suis ruspatrié. Et en fait, à partir de 2020, j'ai eu des demandes croissantes de gens, principalement de France, effectivement, vous avez raison, mais aussi de Belgique, de Canada, de Suisse, d'Algérie. Des gens de beaucoup de pays qui s'intéressaient à la Russie, qui commençaient à s'intéresser à la Russie pour plein de raisons. Il y a des gens qui voulaient quitter l'Occident et habiter en Russie. C'est des raisons idéologiques, beaucoup. Il y a des gens qui ont des projets personnels, sentimentaux, si je puis dire, peut-être avec des femmes russes. Il y a des gens qui ont des projets professionnels, etc. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à la Russie parce que c'est le seul BRICS européen. Donc, j'ai eu de plus en plus de demandes. Et de facto, j'ai conçu un module qui s'appelle Ruspatriation. Et en fait, c'est un module sur mesure par lequel j'accompagne les gens. Alors, comment ça marche? J'accompagne les gens sur presque tous les sujets. C'est-à-dire que d'abord, à distance, je les consulte pour leur comprendre un petit peu leurs objectifs et comprendre leur projet Russie. Et en fonction de leur projet Russie, je les aide à le structurer. Je les aide sur la partie financière. Je leur explique combien de temps ça va prendre, combien ça coûte, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, est-ce qu'ils vont pouvoir trouver un travail, quel type de travail, comment ils vont déménager, l'immobilier, le coût. On accompagne sur tout. Tout ce qui est vraiment l'installation au sens logistique, mais surtout, on accompagne sur la partie migratoire, sur la partie administrative, sur la partie juridique. Donc, on aide vraiment les gens à déménager en Russie et à construire des parcours de vie nouveaux en Russie. Avec tous les problèmes qu'on connaît depuis l'année dernière, donc avec les problèmes bancaires, avec les problèmes de sanctions, etc. Donc, on fait tout évidemment dans le cadre légal, mais l'idée, c'est de permettre à des gens de déménager en Russie et d'aider les gens à réaliser leurs projets russes. Et en fait, Ruspatriation, du coup, ça a décollé. Ça a beaucoup marché. J'ai des demandes maintenant qui sont en nombre tel que je ne peux plus donner suite. Et donc, en juin dernier, je suis allé au SPIF à Saint-Pétersbourg, qui est le plus gros forum économique de Russie. Donc, j'ai présenté Ruspatriation à une table ronde avec différentes personnes qui sont des étrangers, un Allemand, un fermier australien qui est en Sibérie, enfin des gens incroyables qui sont installés et qui, eux, font la même chose que moi, mais avec leur public respectif. L'Australien, il accompagne les Australiens, l'Autrichien, il accompagne les Autrichiens, les Allemands. Et on a un Américain blogueur, Tim Kirby, qui accompagne les Américains. Et moi, c'est les Français, les Belges et les Suisses. Donc voilà. Et on a été interviewé par une blogueuse russe, on a fait une conférence, ça s'est super bien passé. Et là, on remet le couvert puisque jeudi, donc après-demain, on va participer à une table ronde en ligne. Je vous donnerai les liens, vous pourrez les partager. Et là, on peut s'inscrire en ligne, c'est gratuit, ça ne coûte rien. On peut s'inscrire en ligne, il y aura des officiels russes et nous, on va expliquer la Russie. Ce sera en anglais et russe, par contre, pas en français, même si, je dois le dire, le contingent le plus nombreux inscrit, c'est les Français. C'est incroyable, on est devant les Allemands. Donc, c'est une victoire de la France. Il y a beaucoup de Français qui s'intéressent à la Russie. Et l'idée, c'est vraiment d'expliquer comment on vient en Russie et aussi nous, les personnes privées, les entrepreneurs étrangers en Russie qui travaillent et qui font cette activité de ruspatriation, d'essayer de faire passer des messages intelligents aux autorités russes pour faciliter l'immigration, en fait. C'est assez compliqué d'émigrer en Russie. Et c'est pour ça que je fais Ruspatriation, c'est pour accompagner les gens et leur expliquer tous les parcours légaux faisables, parce que venir en Russie, c'est compliqué.
Merci beaucoup, Alexandre. Et ce que j'apprécie aussi dans vos vidéos et quand vous parlez de la Russie, vous parlez euh, très, vous parlez des avantages et des inconvénients. Vous parlez pas seulement des avantages et vous faites découvrir les gens en fait la vraie vie comme elle est, pas la vie idéale que parfois les gens ils dessinent, ils ont une image peut-être dans leur tête qui correspond pas à la réalité. Oui. Oui, Mhm. alors ça, c'est vraiment important, Olga, c'est que, en fait, moi, j'essaie d'avoir une relation avec ce que je présente de la Russie. J'essaie de me qualifier comme quelqu'un de dur, mais juste. Voilà. Faut toujours être dur et juste. Donc, mais effectivement, les gens qui n'aiment pas la Russie, les gens qui critiquent la Russie sans la connaître, la critiquent pour les mauvaises raisons. Et malheureusement, bien souvent, les gens, comme vous avez dit, ils idéalisent un petit peu, beaucoup de gens, pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui idéalisent la Russie et ils n'ont jamais été en Russie, en fait. Et c'est très compliqué de rêver d'un pays quand on ne l'a pas visité. C'est pour ça que le deuxième volet de la Ruspatriation, que j'ai créé, que je commence à développer cette année, c'est le Ruspatourisme. C'est-à-dire qu'en fait, j'accompagne les gens. Donc, je l'ai fait plus avec une dizaine de personnes cette année. Donc, je crée, alors pour l'instant, je fais que sur Moscou et la banlieue de Moscou, mais je crée des parcours de vie. C'est-à-dire quelqu'un vient, on va se balader, faire du tourisme, voir le beau de Moscou, les beaux cafés avec les belles filles, le centre-ville magnifique, propre, etc. Et puis, on va faire la réalité. C'est-à-dire qu'on va à l'hôpital public, on va dans les banlieues, on prend le métro à l'heure de pointe, on va à la police, voir comment c'est, on va au commissariat, voir comment c'est, on va à la fac, on va à l'administration. On voit en fait, j'essaie de montrer un parcours de vie réel. On se fait 1 heure le matin, 1 heure retour le soir, et on voit comment ça fait d'être dans le métro, parce que le métro de Moscou, il est magnifique, il est beau, etc. Enfin, il y a du monde à l'heure de pointe. Donc l'idée, c'est que les gens ne viennent pas en mode simplement touriste, parce que quand on vient en touriste en Russie, c'est toujours pareil. On vient l'été, souvent, ou on vient à Noël, à décembre. Alors l'été, quand on est un homme étranger, magnifique. Il y a des jolies filles partout, il n'y a pas d'insécurité, les filles Ouais. sourient, c'est beau, c'est magnifique. Et on se dit, mais ce pays est parfait, il est pour moi. Et puis après, quand on est dans. J'aime bien déménager tout de suite. Je déménage demain. Et Oui. puis quand on est dans le monde réel, c'est-à-dire qu'on travaille, qu'on habite en bout de ligne, qu'on prend le métro 1 heure tous les jours aller-retour, qu'en sortant du métro, on prend la marchoutka, la navette, que c'est l'hiver, on prend de la neige plein la figure, qui fait -20, que c'est long, que c'est gris, il y a de la boue, c'est fatigant, qu'il y a des problèmes administratifs, qu'il y a des problèmes migratoires, etc. Donc il y a une autre réalité. C'est partout pareil en fait. Il faut que vous alliez Oui, 5 jours, c'est oui. bien. Quand on habite, on voit le bon, puis on voit le mauvais. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, donc le bon, bah, j'ai compris ce que c'est. Le mauvais, bah, je suis entrepreneur, je suis papa, je travaille, je vis, bon, voilà, je vis comme un russe, entre guillemets, de Moscou. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire partager un peu de mauvais et des réels le plus tôt possible pour donner une image plus juste. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer aujourd'hui, enfin que je développe et que je vais grossir, c'est de faire des parcours réels adaptés au type de vie que les gens auraient à Moscou en fonction de leur niveau social. Okay, voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas. Et moi, on me reproche souvent d'être trop dur avec la Russie. On me dit, oh, mais t'es décourageant, t'es dur. Non, je dis le réel. Enfin, j'espère que je dis le réel. Il n'y a pas de pays parfait. Et la Russie, c'est dur. Apprendre le russe, c'est dur. Le climat, si on habite dans le sud, ça va, mais enfin dans le nord, vous êtes originaire de Biélorussie, je pense, et vous savez ce que c'est. Il y a un vrai hiver, hein, c'est Ouais. long. La neige, c'est gris, il n'y a pas de lumière, c'est dur. Donc on est fatigué après l'hiver russe. Hein. Quand on sort de l'hiver, donc tout ça, voilà, faut le prendre en compte. Et c'est ce que Oui, j'essaie de faire. oui. Je suis d'accord avec vous et je suis d'accord que quand nous sommes touristes, c'est pas la même chose quand on habite dans un pays. Parce que j'ai fait Exactement. mon propre expérience avec la France, j'adore ce pays, mais quand j'étais étudiante ici, ou à Paris, et c'était cette image, j'avais une image romantique de cette ville, de ce pays, et quand j'ai découvert la vraie vie, c'était un peu différente, oui. Et C'est ça. on découvre grâce à notre propre expérience. Et c'est bien d'être accompagné aussi par quelqu'un comme vous Je avant de pense. faire notre propre expérience dans un pays qu'on ne connaît pas. Oui. C'est vrai. Et puis aujourd'hui, de facto, bon, la situation mondiale, elle est compliquée. Donc, venir en Russie, c'est lourd de choix, de conséquences. C'est pas risqué parce qu'il n'y a pas de problème. Mais je veux dire,
voilà, on peut se fâcher avec ses amis, on peut avoir des problèmes avec sa banque. Il y a beaucoup de conséquences lourdes qui peuvent tomber sur des gens qui choisissent d'aller en Russie maintenant. Même si moi, je pense qu'ils ont raison d'y aller. Moi, ce que je veux faire, c'est j'alerte les gens en disant, voilà, c'est une décision, il faut la réfléchir, la mûrir, il faut venir voir, il faut être sûr. Et il faut tenter d'avoir la vision la plus juste de la Russie avant d'y venir, en fait, pour éviter les déceptions. Comme une femme, quand on ne la connaît pas assez, on a une image, et puis après, on peut être déçu parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, l'image, c'était une chose et la réalité, c'est autre chose. Voilà. Comme disent souvent les Français, c'est comme une bouteille de vin. Tant qu'on n'a pas goûté, on ne sait pas le goût réel du vin. Et je crois que c'est une très belle image. D'accord, d'accord. Merci Alexandre. On a reçu une question Ouais. de nos abonnés. Dans votre livre blanc, vous dites que la Russie est désormais plus russifiée qu'auparavant et qu'il est désormais impossible de vivre en Russie sans pouvoir parler la langue russe. Cependant, la jeune génération de Russes parle de mieux en mieux les langues étrangères. Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire? Oui, je peux l'expliquer. En fait, la Russie aujourd'hui en tant que fédération, alors si on revient sur l'histoire, avant c'était un empire, puis il y a eu l'URSS et maintenant c'est une fédération. Mais la proportion, on va dire, de population slave orthodoxe dont la langue natale est le russe, la langue natale est le russe, est la plus élevée. Avant, il y avait, à la fin de l'URSS, ben, la Russie c'était la moitié de la population de l'URSS et les républiques étaient composées de non-russes. On parlait russe, mais il y avait aussi une seconde langue. Donc la Russie c'est très russifié. Et puis après, dans la période moderne, moi, ce que je vois, parce que à Moscou, quand même, mon activité principale, c'est que je dirige un cabinet de conseil en recrutement, donc je travaille avec les grands groupes étrangers. Ce qu'on a vu, ce que moi j'ai vu depuis 15 ans, c'est qu'en fait, quand je suis arrivé il y a 15 ans, dans les groupes étrangers, il y avait beaucoup, beaucoup d'étrangers qui travaillaient. Il y avait dans les groupes français, il y avait plein de Français. On parlait français. On parlait français. Moi, je recrutais Ouais. des employés pour ces grands groupes et la langue, c'était le français. Après, c'est devenu l'anglais. On est passé en mode corporate global, donc c'est devenu l'anglais, langue globale. Et avec les sanctions de 2014, le début de la tension entre l'Occident et l'Europe, puis le Covid, parce que du coup les frontières ont été fermées, puis la guerre en Ukraine et l'opération militaire spéciale russe, et ben globalement, ça s'est russifié. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai contribué à ce processus parce que les entreprises avec qui je travaillais m'ont dit, voilà, on renvoie les expats, avec la chute du rouble, c'était plus possible de garder, on renvoie les étrangers, remplace-les par des Russes. Et moi j'ai fait ça pendant 15 ans. Donc ça s'est très russifié. Et de facto, dans la vie de tous les jours russe, certes, on apprend l'anglais à l'école maintenant en Russie. Certes, dans les 10 dernières années, 15 années, il y a beaucoup plus de Russes qui sont sortis en Europe. Mais les stats qu'on a, c'est qu'en fait, je crois qu'un Russe sur 4 a un passeport extérieur lui permettant de sortir. Donc 3 Russes sur 4 sont jamais sortis de Russie. Et les gens qui sont partis en Europe, c'est 15%. 15% des Russes ont déjà été en Europe. Et en fait, dans ces 15%, tout le monde ne parle pas anglais. Donc vous avez évidemment à Moscou, vous allez trouver à Moscou-Saint-Pète, vous allez croiser des jeunes, ils parlent anglais. Vous allez dans un bar dans le centre-ville, la serveuse parle anglais. Mais dès que vous sortez, ça ne parle plus du tout anglais, quoi. Donc en fait, la Russie, c'est quand même plutôt russifié, moi je pense. Et effectivement que la jeune génération est plus moderne, plus ouverte, elle a bougé, elle circule beaucoup, enfin elle circulait beaucoup en tout cas jusqu'à février dernier. Mais enfin, non, si vous ne parlez pas russe, c'est pénible. On peut vivre à Moscou sans parler russe. On peut vivre dans une grande ville sans parler russe. On peut vivre en surface, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vite pénible. Bah, vous vous mariez, votre femme est russe, elle parle russe à vos enfants, il faut comprendre ce que vos enfants entendent. Vous avez un problème avec l'administration, un accident de voiture, vous allez à la clinique. Comment vous faites sans parler russe, quoi? Alors, on peut toujours se faire accompagner. La Russie est un pays de service, on peut tout acheter. Donc, vous pouvez toujours trouver une assistante, un assistant qui vous accompagne, va tout traduire. Ouais, mais enfin, c'est pénible. Et puis après, vous voulez socialiser, rencontrer des gens. Si vous devez rencontrer que les gens qui parlent français ou que les gens qui parlent anglais, ben, c'est des contingents particuliers. Et ce n'est pas les Russes en général. Donc, moi, je pense que la langue russe, et c'est un énorme problème en fait pour les migrants en Russie, c'est que la langue russe, c'est dur. La langue russe, c'est long à apprendre. Il faut 5 ans pour parler russe, moi je pense, en Russie. C'est vraiment long. C'est dur. Et puis le russe qu'on apprend dans les instituts en France, c'est un russe de traducteur, mais ce n'est pas un russe pratique en fait. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, ils parlent russe, mais ils ne sont pas à l'aise en Russie en fait. Et Ouais, donc, ouais. vous comprenez ça, vous comprenez, Ouais, je je sais. comprends. Ouais. Et donc, il faut vraiment parler russe. La Russie, aujourd'hui, elle se tourne vers des pays du monde, parce qu'en plus, maintenant, il y a la nouvelle dynamique. C'est que les pays vers lesquels la Russie se tourne, leur langue, ce n'est pas l'anglais.
Aujourd'hui, en Chine, le russe est la deuxième langue après l'anglais. Mais je veux dire, les Russes apprennent le chinois. Russes et Chinois ne vont pas parler en anglais. Ils vont parler en russe ou en chinois. Et ça, c'est une équation dans laquelle les Français de Russie sont coincés. Parce que s'ils parlent ni russe ni chinois, ils sont hors jeu. Et donc, avant, on pouvait se dire, je viens parce que je parle bien anglais en Russie, je vais trouver un travail dans une boîte étrangère, on parlera anglais. J'apprendrai le russe au fur et à mesure. Ça, c'est fini. Pour rentrer dans une boîte russe ou étrangère en Russie, il faut parler russe. Et donc là, il y a un pas de plus à faire. C'est pour ça qu'il faut se baser sur des gens qui apprennent le russe. Il faut apprendre le russe pour penser à un projet russe. Et ça, c'est compliqué. Et il ne faut pas penser qu'on va parler russe rapidement, parce que c'est long. Ouais. Je comprends parce que déjà, par exemple, j'ai mes élèves qui voyagent en Russie, qui ont fait déjà des voyages en Russie, qui ont des projets de vivre en Russie. Par exemple, grâce à ma méthode, à ma méthode que je propose, ils arrivent à communiquer et s'exprimer en russe. Par exemple, dans quelques mois, ils sont capables de parler de leur vie, s'exprimer, mais dès qu'ils voyagent en Russie, ils entendent que ils se rendent compte que c'est pas exactement le même russe qu'ils Voilà. ont appris. C'est un peu différent, c'est parfois informel et il faut avoir une expérience de vie en Russie pour se sentir à l'aise, pour bien intégrer, pour pouvoir communiquer. Ouais. Et puis, une anecdote marrante, en 2011, je me rappelle, je vivais à Moscou, je commençais à parler russe. Et puis j'avais toujours des problèmes pour commander au café, en fait. J'allais dans les cafés, les restaurants. C'était souvent des serveurs et des serveuses étrangères. C'était des gens, je sais pas, du Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, bon, les pays en stan. C'était des gens d'Asie centrale, des jeunes, des étudiantes ou autres. Et elles parlaient russe, mais en fait, pour eux, d'entendre mon accent français en russe était un problème. Donc, on se heurtait souvent. Et je suis parti à Perm, je me souviens, je suis parti à Perm un week-end, 3 jours. Et premier jour, je suis au restaurant, j'étais tout seul. Bon, là, je commande, pas de problème avec la serveuse russe. Et en fait, je me suis aperçu qu'en province, les Russes me comprenaient mieux, malgré mon faible niveau de russe à l'époque et mon niveau de russe, alors que les serveurs étrangers d'Asie centrale de Moscou me comprenaient pas du tout. Pas du tout. C'était très intéressant. Et j'ai comprendre ça. Bah ouais, c'est sérieux. Je me rappelle, il y avait un salon de beauté, enfin, salon de beauté, de coiffure pour ma femme, et puis moi, j'ai coiffure pour les hommes. Et c'était des gens du Caucase, donc il y avait des Zadig, des gens du Daghestan, de Tchétchénie. Bon, il y avait beaucoup de femmes. Et je me rappelle, bon, je parlais russe un petit peu, j'arrivais, et au début, c'est un compliment, mais il y a une des femmes qui m'a coupé les cheveux. Le lendemain, elle a dit, on n'avait pas parlé du tout. Et le lendemain, elle a dit à ma femme, il est de Makhachkal, là, non? Donc elle pensait que j'avais parlé russe avec un accent un peu éclaté, donc j'avais pensé que j'étais du Caucase. Alors je l'ai pris comme un compliment. Mais voilà, donc c'est un truc important aussi, c'est que voilà, des fois, à Moscou, dans le rush, c'est un peu tout mixé. C'est pas pareil qu'ailleurs en Russie, en fait. Même Pour le les élèves. style, je pense que le style, comment les gens ils parlent, Oui, c'est très différent oui. à Moscou et dans une autre ville. Oui, merci pour cette histoire, pour cette anecdote. Oui. Alexandre, j'ai encore une question pour vous. La jeune génération de Russes subit une forte influence occidentale. Les jeunes voyagent beaucoup, regardent des films étrangers. Voyez-vous une différence dans le comportement de la jeune génération en Russie? Et pensez-vous qu'il sera possible de préserver les valeurs et les traditions si importantes pour les Russes? Alors, oui, il y a ça, c'est clair, c'est un truc très étonnant quand on est en Russie, ou en européen. On va dire que je pense que la normalisation, on va dire le niveau moyen de type de vie en Europe, en France, bon, il y a des riches, des pauvres, mais globalement, les générations se tiennent. Et en Russie, j'ai l'impression qu'entre les jeunes, par exemple, et les grands-parents, les écarts sont beaucoup plus importants qu'en France, par exemple. Peut-être une génération de plus. Sur 2 générations, c'est comme 3 générations en France. Mais il y a 2 choses qui contrebalancent ça. C'est que il y a quand même des Russies très différentes, en fait. C'est-à-dire que la Russie de Moscou-Centre, c'est pas la Russie des villes de 100 000 habitants dans l'Oural. C'est pas les mêmes niveaux de vie, c'est pas les mêmes façons de vivre, c'est pas les mêmes activités, c'est pas les mêmes fréquences de sortie, c'est pas le même pouvoir d'achat du tout.
Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui gagnent à Moscou aujourd'hui 100, 150. Je suis surpris même maintenant pour des petits boulots, c'est 100 000 roubles, 120 000 roubles, 150 000 roubles pour des vendeurs. Donc, c'est monté quand même. Et dans l'oral, vous avez encore des gens qui travaillent, ils touchent 50 000 roubles, 30 000 roubles, 22 000 roubles les vendeurs. Donc, il y a des gaps de salaire énormes. Et donc, en fait, il faut bien comprendre quand même que l'impression qu'on a en France, je pense, que les Russes sont très à l'occidental. Je pense que ça concerne quand même une minorité de gens des grandes villes. Je pense que les Russes des petites villes, bah oui, ils sont modernes, bah oui, ils ont Internet, en Russie, on est connecté, mais ils ont toujours regardé des films étrangers. Je veux dire, c'est pas plus que dans les années 90, peut-être même moins, parce que maintenant, il y a un bon cinéma russe. Il y a beaucoup de films russes qui sortent, de science-fiction, des polars, des séries. Donc, moi, par exemple, je regarde plus de films russes et de séries russes modernes aujourd'hui qu'avant. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop négative. Les Russes, fondamentalement, bon, je vais dire quelque chose de dur mais juste, encore une fois, les hommes sont durs et justes. Les Russes sont un peuple archaïque, dans le bon sens du terme. Donc, beaucoup de perversions occidentales sur le plan des valeurs, ça marche pas trop. Je veux dire, ça prend pas en profondeur ici. Il y a un peu, bon, ben, comme partout, mais je veux dire, c'est pas un mouvement de fond destructeur. Et puis aussi autre chose, c'est que les Russes sont très, et les vieux, hein, comme les jeunes, sont très technophiles. Moi, c'est ce que j'aime en Russie, c'est que les Russes sont très technologie. Les Russes sont très smartphone, ils sont très messenger, ils sont très télégramme. Donc, finalement, ils ont de l'avance sur l'Occident là-dessus, ils sont en avance. Là, Moscou, beaucoup plus moderne que les villes d'Europe. Il n'y a pas de ville américaine moderne comme Moscou. Donc aujourd'hui, il y a des robots livreurs dans les rues, tout est biométrique, c'est ultra développé. Donc moi, je pense que je suis pas inquiet parce que j'ai confiance dans les Russes déjà et dans la Russie et je pense que les femmes sont assez féminines en Russie, les hommes sont quand même globalement assez virils. Il y a une humanité des sexes qui est assez forte, donc je pense pas que ça prenne. Je suis pas inquiet. Et puis je pense que surtout, j'ai pas l'impression que ce soit un problème pour les Russes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas quelque chose d'essentiel auquel on pense matin, midi et soir. Ouais. Paradoxalement, la société russe est très libre en fait comportementalement. Le pouvoir, les autorités prônent les valeurs traditionnelles, c'est sûr, mais les gens sont très très libres en fait. Les femmes russes sont assez libres et libérées. Les mecs russes sont assez libres et libérés. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. On n'en parle pas. C'est pas quelque chose qui est devenu obsessionnel comme en Europe en fait. Donc, on le voit d'Europe en pensant que c'est un problème en Europe, mais ça l'est pas en Russie. On vit pas là-dedans. C'est des sujets qui ont disparu, qui sont pas des sujets de conversation avec moi, mes amis russes. C'est comme le Covid, on n'en parle plus, on en parle beaucoup en Europe, mais ici, ça fait 2 ans qu'on n'en parle plus, quoi. On est sorti de ça. Et donc non, moi je suis assez serein, et puis je pense que les événements géopolitiques vont de facto renforcer la Russie, enfin, même s'il y a une grosse bosse à passer là, mais à la sortie, je crois à l'émergence d'une nouvelle civilisation russe, en fait. D'accord. Vous voyez que c'est- malgré l'influence occidentale, les Russes, ils vont garder ces valeurs. Et je vous explique aussi pourquoi cette question, parce que mes élèves, souvent, ils sont attirés par les valeurs que les Russes, Et ils ont ils raison, gardent, ils préservent. et ils ont bien raison. Et oui, et ceux qui ont le projet, par exemple, déménager en Russie ou voyager en Russie, ils ont envie de découvrir toutes ces valeurs. Et le souci, qu'ils ont pensé que peut-être il y a une influence très forte occidentale que avec le temps, dans quelques années, peut-être ça va changer. Mais c'est très Alors, rassurant, ce que vous dites que les Russes, ils vont préserver leurs valeurs. Oui. et en fait, toutes ces choses dont il parle, occidentales, elles sont rentrées en Russie en 1990. Il y avait tout. Il y avait le pire. Il y a eu le meilleur et il y a eu le pire. Et donc, en fait, la Russie qui est sortie du communisme pacifiquement, vraiment incroyable d'être arrivé, sans qu'il y ait une guerre générale, a traversé l'enfer des années 90 en absorbant et en prenant de plein fouet tout ce que l'Occident avait de pire. Je veux dire, c'est les cheveux roses, c'est toutes les valeurs X, Y, Z, etc. Et par conséquent, ça a déjà été digéré. Et maintenant, on est sur plutôt une digestion, un apaisement. Et tout ce qu'il y a de mauvais est un peu déjà là, mais n'a pas pris. Donc maintenant, les Russes sont plutôt passés à la phase d'après. Donc les Russes ont toujours été fans de McDonald's parce que c'est un symbole, parce que
parce que c'était pratique, parce que c'est adapté au mode de vie russe. Aujourd'hui, vous avez un McDonald's russe qui s'appelle Dodo Pizza, c'est des pizzas. Voilà, c'est un russe, il fait des pizzas qu'on peut commander et acheter à la portion, donc on choisit le poids. C'est très pratique parce que ça va très bien avec le style de vie des Russes. Pelekusit, hein, vous savez toujours manger un petit peu, tac, 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 grignoter tout le temps. L'hiver, ben, vous connaissez. Et donc, en fait, McDonald's, c'était juste adapté aux Russes. Le problème, c'est que ça aurait dû être un Russe qui l'a fait, mais ça venait de l'Occident. Mais voilà, il faut rassurer les élèves qui viennent en Russie, qui me contactent. Ils vont voir qu'en Russie, il y a, tout ça existe, en fait. Mais ce n'est pas parce que vous avez deux filles qui sont à smack dans la rue, schématise, donc, que c'est forcément des nanas qui sont sexuellement non traditionnelles. Et c'est pas parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans l'espace public, en fait. Donc, c'est pas quelque chose de dérangeant, fondamentalement. Et non, non, il ne faut pas s'inquiéter. Les jeunes Russes ont digéré les années 90, ont digéré les années 2000 où ils ont bien vécu. Maintenant, la génération qui arrive à 30-40 ans me semble extrêmement mature, conservatrice, pondérée. Les Russes me semblent apaisés, pondérés, raisonnables. La société russe me semble très raisonnable. Il y a suffisamment de liberté, il y a suffisamment de pondération. Donc, c'est une société balancée dans laquelle je pense que les gens qui vous suivent, dont vous parlez, Olga, vont se sentir bien. Il faut arriver à aller en Russie, à trouver un travail, à s'intégrer, et à parler russe. Mais globalement, pour des gens qui ont des aspirations à des valeurs un peu plus conservatrices ou à vivre dans le monde normal, ce que moi j'appelle le monde normal, la Russie est un bon pays. D'accord, c'est très rassurant. Merci. Merci Alexandre. Encore une question. Ouais. Parmi mes élèves, il y a des Français qui souhaitent créer une entreprise en Russie. Ils se posent des questions à propos des sanctions. Comment les sanctions affectent-elles les entrepreneurs étrangers qui ouvrent une entreprise en Russie? Et quels conseils donnez-vous aux entrepreneurs? Alors, il n'y a aucune sanction aujourd'hui qui va concerner un Français décidant d'ouvrir une entreprise en Russie. Ça, ce n'est pas sous sanction. Un Français a le droit d'ouvrir une entreprise. Ouvrir une entreprise en Russie, la forme juridique s'appelle la OOO, ce qui est l'équivalent d'une SARL en France. C'est simple, c'est pas cher, c'est facile, et le capital social, c'est 90, c'est 10 000 roubles, donc c'est 100 euros. Donc, alors là, pour ouvrir une entreprise, c'est 2 coups de cuillère à peau. Moscou, c'est moderne. Et la Russie, c'est moderne. Ouvrir une boîte, c'est facile. Après, la seule difficulté quand on a une entreprise et qu'on est étranger, il y a 2 choses à vraiment prendre en considération. La première, c'est sur le plan comptable. Il faut une comptable russe compétente parce qu'il faut respecter les obligations comptables. Et le système comptable russe est différent du système comptable français. Et la deuxième chose, il faut, si on est employé étranger de son entreprise ou directeur général étranger de son entreprise, il faut être très, très, très compliant, je ne sais pas comment on dit en français, respectueux des règles aussi, des lois pour la partie migratoire. En fait, le migratoire et le fiscal, c'est les 2 choses sur lesquelles les étrangers doivent faire hyper attention. Les difficultés, elles sont d'ordre très logique. Ben, si vous travaillez entre la Russie et un pays qui a sanctionné la Russie, les difficultés, c'est les flux bancaires. Puisqu'on peut avoir des problèmes à faire de l'argent. Alors, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit. Par exemple, moi, j'ai des entreprises en Russie. Je reçois tous les mois de l'argent de France. À partir du moment où la banque en France a compris l'opération, que vous avez discuté avec elle, et que la banque qui reçoit l'argent en Russie n'est pas une banque sous sanction, tout ça marche parfaitement. Donc, on peut recevoir encore de l'argent en travaillant par une entreprise de France à Russie, ça marche. Pour les entrepreneurs, donc vraiment, les choses, c'est ça. Ouvrir une entreprise, ça coûte pas cher, ça coûte 1 500 euros à Moscou. Et capital social 100 euros. Et après, on peut rapidement faire des opérations. L'énorme avantage d'ouvrir une entreprise en Russie, c'est qu'on peut s'attribuer un visa de travail et que surtout les impôts sont faibles. La Russie est un pays où il y a peu d'impôts. Il y a peu d'impôts sur la propriété, il y a peu d'impôts sur les biens, il y a peu d'impôts sur les revenus. C'est 13% ou 15% la flat tax sur les revenus. Et quand on est étranger, qu'on se fait un visa de travail, ben on a 13% de charges sociales libératoires. Donc, c'est un pays qui est extrêmement libéral dans ce sens-là, extrêmement libre, mais extrêmement plein d'oxygène, puisqu'il n'y a pas d'impôts. C'est l'inverse de la France, en fait. Le communisme, c'est en France, et le monde normal, économiquement, aujourd'hui, c'est la Russie. Ouais. C'est intéressant d'avoir ce point de vue et aussi l'information sur les sanctions, mais l'absence de sanctions et Oui, les opportunités d'ouvrir une entreprise en Russie. Parce que je pense que la plupart des gens, ils ont peur que
ça va jamais marcher, qu'il y a des conditions peut-être pas très agréables. Oui, mais grâce à cette information, ils peuvent comprendre que c'est pas du tout la réalité. Ouais, Oui, c'est ouais, simple. Alors après, il faut trouver une activité qui permet de gagner de l'argent en Russie. Ça, c'est un autre problème. Mais ça, c'est pas possible sans être venu. Il faut d'abord venir observer, regarder, ressentir, toucher, avoir le bruit, l'odeur, le goût et comprendre un petit peu qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on se sent de faire aussi, parce que c'est quand on lance une entreprise, bah, c'est qu'on a une idée. Donc, il faut trouver cette idée. ouais, ouais. Merci Alexandre. Euh, encore, j'ai encore une question. Ouais. Un de mes abonnés envisage de s'installer en Russie et il est intéressé par la possibilité d'obtenir un prêt bancaire pour acheter un bien immobilier en Russie. Est-ce que c'est possible et quelles sont les conditions pour les étrangers? Alors, pour les étrangers, en fait, alors, déjà, il faut lui dire que les prêts hypothécaires, les prêts bancaires hypothécaires pour acheter des biens immobiliers, les taux de crédit, c'est 12% aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup. 12%. Mhm. C'est pas chose. Et après, en tant qu'étranger, pour avoir le droit de faire un crédit dans une banque, il faut qu'il ait un permis de résidence, en fait. Donc, il y a deux types de titres de séjour résidence. Vous avez un premier permis qui s'appelle le RVP, le Razрешение на временное проживание, qui est valable 3 ans. Et après, vous avez le permis de résidence, qui est le Vid na жительство, qui est valable, lui, indéfini. Il faut juste tous les ans les renouveler, mais c'est facile. Donc, vous avez un document valable 3 ans pas renouvelable. Et derrière, il faut passer au permis de résidence, qui est un passeport extérieur, passeport pour étrangers, en fait. Il donne tous les droits, y compris le droit au crédit hypothécaire, y compris le droit de vote aux élections locales. Simplement, vous n'êtes pas citoyen, vous n'avez pas le droit de vote aux élections présidentielles fédérales. Voilà. Mais globalement, il lui faut ce permis de résidence pour pouvoir faire un crédit. Mais à mon avis, bon, à moins d'avoir des revenus solides, établis, attention avec les crédits aujourd'hui en Russie parce que le taux directeur de la Banque centrale est élevé, les taux des crédits sont élevés, c'est quand même 12%, c'est beaucoup. Oui, ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, Ouais. c'est énorme. Merci pour cette information. Et Alexandre, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous souhaite une bonne continuation dans tous vos projets et on espère de vous revoir bientôt sur notre chaîne ou à la conférence parce qu'il y a mes abonnés qui sont déjà inscrits pour la conférence jeudi. Je parlerai en russe, mais ça leur fera un cours de russe avec un peu d'accent français. Mon discours sera en russe. Et par contre, il y aura le texte en anglais disponible. Et après, je le publierai en français sur mon site. Donc voilà, vous pouvez partager les liens vers ma chaîne YouTube et mon canal Telegram. Je publierai tout. Comme ça, ils auront le texte original en français. Да. Поэтому, кто хочет услышать, как Александр говорит по-русски, приходите на конференцию в четверг. Да, je vais partager le lien dans la description. Oui, et вы услышите, как можно говорить по-русски, даже если вы родились во Франции. Точно. Merci beaucoup, Olga. Хорошо, спасибо, Александр. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires ou vous pouvez aller visiter la chaîne d'Alexandre. Vous pouvez également télécharger son livre blanc. Si vous pouvez vous inscrire à la conférence, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans notre prochaine vidéo. Пока-пока.